Rebonjour à tous dans ce nouveau live métier qu'on va pouvoir animer ensemble. Donc, encore une fois, je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Ce live métier est spécialement dédié au numérique. Vous allez le voir. On remercie encore Atlas Numéum pour leur partenariat et puis toutes leurs possibilités qu'ils nous offrent. Donc voilà, je vois, contrairement à ce que dit le modérateur, Sixtine dort. Non, je ne dors pas. Je ne sais pas quelle modératrice a dit ça sur mon côté. Mais on va régler ça quand on sera en off. Trop bien. Non, non, bien sûr que non, je ne dormais pas. J'étais en train de préparer la venue de l'intervenante d'aujourd'hui. Donc, pour le rappel, un live métier, qu'est-ce que c'est? Ça va être un échange, un temps d'échange durant 45 minutes avec un professionnel sur son métier. Donc, bien sûr, relié au thème du numérique. On a fait un petit quiz tout à l'heure, il y a quelques instants, pour venir présenter un peu le métier d'Audrey. Maintenant, on va pouvoir enfin poser toutes nos questions, notamment sur tout ce qui va être c'est quoi une RSE, etc., etc. Vous inquiétez pas, on va y répondre. Je compte vraiment sur vous pour participer et de faire des commentaires, un espace bien sûr courtois, raisonnable, sympathique, où on va s'amuser pour répondre un maximum. On a passé plus de 1000 questions, j'ai vu dans le chat. Écoutez, à la fin de ce live métier, on tente les 2000. Voilà, je le dis comme ça, j'ai pas peur de miser, on tente les 2000, je compte sur vous. Donc c'est parti pour aller voir le sommaire tout de suite qui va venir s'afficher. En premier, on va pouvoir voir en quoi consiste le métier de Audrey. Ensuite, on verra un cas concret. On reviendra sur son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier et ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera avec les clichés et anecdotes. Et je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'arrivée de Audrey. Bonjour Audrey, comment est-ce que tu vas ? Bonjour à tous, ça va super bien. Trop cool. Moi, j'ai trop hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier. Alors, sachez que je ne sais pas d'où est-ce que vous venez, chers élèves. N'hésitez pas à nous donner les noms de vos régions. Mais en tout cas, Audrey, de ce que j'ai compris, tu es basée à Limoges, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, on est à Limoges, donc dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est pour vous situer entre Clermont-Ferrand et Bordeaux, voilà, dans le Ok. sud-ouest. Dans le sud-ouest, donc plutôt vers le sud de la France. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui sont déjà allées à Limoges ou qui peut-être y vivent ou ont de la famille qui y vivent, mais n'hésitez pas à faire une petite dédicace dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Je vois qu'on me dit que, alors là, on est dans le Mans, trop bien, bon, n'hésitez pas, on laisse arriver les commentaires petit à petit. Oh, beaucoup de Hauts-de-France aussi, donc on est plutôt vers les nordistes là, Audrey. Hein. On va voir s'il y a des sudistes qui arrivent par la suite, mais on est plutôt dans le nord pour l'instant. Bon, très bien. Alors, Audrey, je veux bien que tu nous donnes l'intitulé de ton métier et que tu nous le présentes de manière très rapide dans un premier temps, s'il te plaît. Alors moi, je suis responsable de la communication et de la RSE, donc dans une entreprise qui s'appelle Facility, et donc c'est une entreprise du numérique. Et mon rôle, c'est de faire connaître l'entreprise et ses produits à nos différentes cibles, pour résumer. D'accord, ok, génial. Donc ça se passe vachement sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine, sur Alors, Internet en général. oui, il y a beaucoup de travail à faire sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, tout le monde utilise les réseaux sociaux, donc il faut absolument que l'entreprise et la marque soient présentes sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faut définir une stratégie, créer des contenus, etc. On va peut-être y revenir un peu plus en détail, mais oui, il y a beaucoup de travail à faire sur le digital et le numérique, oui. Bah ouais, non, c'est super. Bon, c'est bien, on est dans le thème, hein, vu que c'est la semaine du numérique, ça tombe bien. Autre chose, là, tu vas parler de RSE. Qu'est-ce que ça veut dire RSE de manière le plus simple possible, s'il te plaît? Alors, la RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est que la RSE? C'est en fait toutes les actions que vont mener une entreprise en faveur de l'environnement et du social. Je vais vous donner un exemple concret parce que là, ça ne vous parle pas très bien. On y reviendra tout à l'heure, mais une entreprise, elle va avoir pour mission en fait de faire des choses qui vont avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Par exemple, nous, on a implanté des ruches à côté de nos locaux et on fabrique notre miel. Donc ça, c'est une action RSE en fait, parce que ça participe à la biodiversité, ça contribue à l'environnement. Voilà, ça fait partie de mes missions de mettre en place ce genre de choses. C'est trop bien, mais justement, tu as des photos. On va pouvoir afficher les photos avec notamment, je vois la ruche. Mais ça, c'est génial. Donc, du coup, il y en a une ou il y en a plusieurs? On a 2 ruches. Deux, voilà. On a Donc, 2 ruches et en fait, on fait une récolte de miel par an.
Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'au-delà de récolter le miel, on va offrir des pots de miel donc à nos collaborateurs. Donc ça permet aussi, Ah! de préserver Oui. leur santé. C'est une action pour leur bien-être, voilà. Et puis, on l'offre aussi à certains clients, au lieu d'offrir des stylos, ce qu'on appelle les goodies, hein, voilà, les petits stylos qui sont fabriqués un peu à l'autre bout du monde, ils sont pas forcément très intéressants. Nous, on préfère offrir des pots de miel à certains de nos clients. Ça leur plaît, c'est quelque chose de responsable, c'est une action responsable en fait. Et voilà, ça fait partie de la RSE de l'entreprise. Trop bien. Bon, au moins, là, c'est vraiment concret. Tu nous expliques vraiment concrètement ce que c'est trop bien. Je repenserai à ça quand je me dirais une action RSE. Ouais, offrir des pots de miel. Par exemple. Mais du coup, tu en as consommé aussi du miel des abeilles de ton entreprise? Oui, oui, je suis en pleine forme. Ah, très bien. Après, on a aussi d'autres actions sur d'autres sujets. Par exemple, on va faire aussi attention à la santé de nos collaborateurs, parce que c'est important pour nous aussi. Donc, on va leur offrir, alors toutes les semaines, en fait, on a quelqu'un qui vient nous offrir un panier de fruits Ok. bio parce qu'on s'aperçoit aussi que les collaborateurs ont besoin aussi de manger des fruits, ce genre de choses. Enfin, ça encourage en fait à s'alimenter de manière plus diverse, parce qu'on est tous très gourmands, on a tous du chocolat dans le bureau, etc. Mais ça participe aussi à faire prendre conscience aux collaborateurs que les fruits, c'est bon, et pour ça, on les aide en fait à avoir une alimentation variée. Donc comme ça, ils font plein de vitamines et c'est l'entreprise qui leur permet ça. C'est bon pour la santé. Voilà, il y a plein d'actions qu'on fait. Il y a aussi beaucoup d'actions envers le handicap. On est une entreprise qui aidons les associations handicap. Donc, on met à disposition notre solution pour des associations. Voilà, il y a plein de missions. Je pourrais les détailler, mais on n'aura pas le temps. Mais voilà, c'est vraiment différentes actions qui vont favoriser en fait la biodiversité, donc l'impact environnemental. On fait attention, par exemple, aussi aux impressions, enfin, tout ce genre. On est labellisé numérique responsable, donc on fait très attention aussi en matière de numérique aussi à ce qu'on fait. Donc on utilise certains serveurs, enfin voilà. Il y a plein de choses qu'on essaye de faire dans différents volets. Ok, bon, ça c'est génial. Bon, tu vas pouvoir aussi nous donner encore plein d'exemples. Mais merci beaucoup en tout cas déjà pour tout ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est génial de voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient en tout cas de faire des efforts pour un maximum être plus responsables de tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans le monde et les impacts qu'ils peuvent produire aussi. Ça c'est vraiment super. Mais du coup, alors il y a pas mal de questions dans le chat, donc vous inquiétez pas, on va y revenir dans quelques instants, mais avant ça, on va se concentrer un peu sur les photos que tu nous as partagées, parce que là, tu nous parlais aussi du coup de tes clients, enfin tes partenaires qu'il va falloir fidéliser. Qui sont-ils en fait, et qu'est-ce que tu leur proposes avec l'entreprise? Alors, on a différents clients. Par exemple, si je prends le cas de Mydis, qui est donc sur la photo. Donc Mydis, c'est une application d'aide à la dyslexie qu'on va en fait commercialiser aux écoles, aux établissements d'enseignement. Donc peut-être que vos enseignants en ont entendu parler. C'est un exemple de produit qu'on fait chez nous. Donc là, notre cible, ça va être les établissements scolaires, les établissements de formation, les enseignants. Donc, mon rôle, ça va être de trouver comment faire connaître Mydis, notre application, aux enseignants. Quels canaux il faut toucher. Donc là, on va faire plein de choses. Donc, par exemple, en octobre, on a fait, ça va vous parler, on a fait une campagne d'influence sur TikTok avec un Oh, influenceur. Voilà, je sais que ça va vous parler. Un influenceur qui s'appelle Tim THC, que vous connaissez, qui est professeur, qui est enseignant. professeur oui, oui, de physique. Voilà, physique-chimie. Donc, Ouais, il a. excuse-moi, je te coupe, mais ça tombe très bien parce qu'avec MyFuture, justement, on a aussi, on lui a proposé de parler de MyFuture. Il a beaucoup aimé le projet. Il en a parlé aussi sur TikTok. Donc c'est trop bien. C'est un prof engagé. Ça, c'est super. Donc je te laisse continuer. Exactement. Exactement, on a fait plusieurs campagnes avec lui et on en a fait une en octobre, effectivement, où il a parlé de Mydis, etc. Donc, ça permet de toucher la cible des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui le suivent, mais aussi des parents d'élèves, parce que l'application qu'on vend, elle peut aussi être utilisée par les parents et par les élèves. Génial. Donc, c'est un exemple d'action de communication qu'on peut faire pour toucher cette cible-là. Trop bien.
Voilà. Ensuite, si on prend sur les photos, la photo en haut à droite, on a tous les bras levés, on est super contents. C'est une autre action qui va être l'organisation de salons. Et cette photo-là, elle a été prise à Las Vegas. Donc, Ah c'était oui, d'accord, pas des petits salons de la région, non. On voit non, bien, c'est trop bien. c'est vrai. Alors, on fait aussi des petits salons, hein, mais ça nous arrive aussi de faire des beaux événements internationaux. Donc, le salon de Las Vegas, pourquoi Las Vegas? Parce que chaque année, au mois de janvier, il y a donc ce qu'on appelle le CES, donc salon, c'est le Consumer Electronic Show, donc le salon de l'innovation, en fait, à Las Vegas, en janvier tous les ans. Et comme on est dans l'innovation et qu'on fait des solutions innovantes, eh bien, ça nous arrive d'y aller certaines années. Donc, Super. Donc, via ton travail, tu peux être amené à voyager. Donc là, on voit bon, forcément exceptionnellement aussi loin aux États-Unis. Mais est-ce que ça peut t'arriver aussi de voyager entre régions? alors oui, il peut y avoir effectivement des événements régionaux, hein, des salons, tout type d'événements. Donc oui, ça m'arrive d'être en déplacement. Tout dépend en fait de l'événement. Mais oui, je vais souvent à Paris, par exemple, où il y a beaucoup de choses qui se passent. On a beaucoup de clients à Paris, il y a beaucoup de gros salons à Paris aussi. Après, tout dépend aussi on va dire, de la taille de l'entreprise. On a aussi beaucoup de commerciaux qui, eux, vont sur les salons parce que c'est aussi eux qui vendent le produit. Mais j'ai un métier, effectivement, où je peux être amenée à voyager et à me déplacer. Oui. Trop bien. Bon, alors on a pas mal de questions dans le chat, donc je te propose qu'on réponde à certaines. Parce qu'alors, il y a eu des. Là, j'ai vu que Blanche, t'inquiète pas, j'ai vu tes commentaires. Elle a été virée du CDI, finalement, elle a trouvé une autre place. Donc, du coup, elle a un petit peu tout loupé, mais ne t'inquiète pas. Bon, déjà, tu as tous les commentaires des modérateurs pour t'aider. Et puis là, on va reprendre petit à petit quelques questions. Donc, j'ai vu notamment Berzad qui demande c'est quoi être dyslexique? C'est vrai qu'on l'a peut-être pas reprécisé. Donc, C'est si vrai. je pense que j'ai la personne parfaite en face de moi pour donner une définition. Je te laisse la parole. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. La dyslexie, c'est un trouble de la lecture qui concerne à peu près 3 millions de personnes en France et qui concerne, accrochez-vous, à peu près 1 à 2 élèves par classe. Donc, dans votre classe, vous avez Énorme. certainement des camarades qui sont dyslexiques. C'est-à-dire que c'est un trouble qui fait qu'on va avoir du mal à, on va dire, identifier certaines lettres. Les B vont être identifiées comme des P, les 6 comme des 9. C'est ce qu'on appelle les lettres miroirs. Donc, Ouais. voilà, c'est un trouble de la lecture. Hein. C'est pas grave, mais c'est quelque chose qui est compliqué pour un élève quand il est en apprentissage de la lecture. Bien sûr, bah là je vois Gwendal qui réagit et qui dit mon frère est dyslexique aussi. Donc oui, ça touche énormément de monde et puis c'est pas grave, hein, mais c'est juste vraiment c'est bien de le savoir aussi pour pouvoir par la suite être plus facilement accompagné. Et d'ailleurs, bon, il y a Lucas qui pose la question. Je ne vois pas le rapport. Quel est le rapport avec le numérique dans ton métier? On va y venir justement. Quel est selon toi le rapport? Pourquoi est-ce que tu utilises le numérique au quotidien, Audrey? Alors, on utilise le numérique sur plein de sujets. Déjà, nos clients, souvent, quand ils cherchent à nous connaître, ils vont sur Internet. Donc déjà, il faut avoir un site Internet. Ça c'est un outil numérique. Donc moi, mon rôle, ça va être d'animer le site Internet, d'ajouter des pages si j'estime qu'il manque des pages d'information. Ça va être de rédiger des articles pour notre blog. Donc ça, on est dans le numérique. Ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y a toute la partie réseau social, effectivement. Donc, les réseaux sociaux, ce sont des outils numériques, des médias numériques. Donc, mon rôle, ça va être de créer des contenus, d'animer nos différents réseaux sociaux. Donc, on va être aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, c'est de définir une stratégie de communication sur ces réseaux sociaux qui font partie du numérique. Ok. Voilà, pour résumer. Ouais, non, mais c'est très bien. Bah, on voit, ça fait écho à la dernière photo qu'on voit où il y a tous les réseaux sociaux justement qui sont mis. Donc, j'imagine qu'il faut être un peu toujours au taquet, toujours savoir ce qui se passe, comment pouvoir améliorer, j'imagine aussi, sa visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des conseils qu'est-ce que toi, tu mets en place, par exemple, au quotidien? Alors, il y a plein de choses, effectivement. Il faut créer du contenu à valeur ajoutée. Donc, par exemple, on essaye de faire des posts sur LinkedIn, puisque LinkedIn, c'est un réseau social plutôt professionnel. On va faire des posts où on va mettre, par exemple, 5 bonnes idées pour améliorer l'inclusion numérique de votre site Internet. Donc, on essaye de faire des posts, des publications un petit peu pédagogiques pour montrer notre expertise.
Il faut savoir que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a, comment dire, pour vous expliquer très, très brièvement, c'est compliqué d'être visible sur les réseaux sociaux si on ne paye pas. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut faire beaucoup, beaucoup de contenu, il faut publier souvent, il faut publier du contenu de qualité. Voilà, donc on essaye d'optimiser notre temps et de faire des contenus à valeur ajoutée pour être visible. Et on doit aussi faire de la publicité payante. C'est complémentaire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu des médias. Donc, on va parfois faire des campagnes de communication sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. On va payer, en fait, on va mettre un budget pour que nos posts soient vus par une cible qu'on a identifiée. Par exemple, je parlais tout à l'heure des enseignants ou des parents d'élèves qui pourraient avoir un enfant dyslexique. Eh bien, on va faire de la publicité sur Meta et on va faire connaître donc notre application via des petites publicités sur Meta pour informer les gens et qu'ensuite ils se rendent sur les stores et qu'ils téléchargent l'application. Bien sûr. Il y a 2 volets. Il y a vraiment le volet animation de réseaux sociaux en continu, donc ce qu'on appelle le community management. Donc, c'est animer les réseaux, répondre aux commentaires, créer du contenu. Et ensuite, il y a la partie publicité où là, il faut mettre des budgets, il faut créer des campagnes, voir si les campagnes fonctionnent ou pas, est-ce que ça nous a rapporté des téléchargements, etc. Donc, c'est vraiment 2 volets très complémentaires et qui sont intégrés dans tout ce qui est numérique. C'est ça, mais c'est trop bien parce qu'il va y avoir la lecture des résultats aussi à mettre en place, les choses à mettre en place, voir ce qui marche pour le remettre et tout. Ouais, non, c'est passionnant. Il y a plein de facettes différentes à ton métier. Donc, ça, c'est vraiment super. Et je te propose tout de suite qu'on regarde ton parcours qui vient de s'afficher pour mieux comprendre parce qu'il a été beaucoup, mais alors vraiment beaucoup demandé dans les commentaires. Donc, je pense qu'on va pouvoir y passer. Il y a pas mal de commentaires aussi. Je vais essayer de les lire un peu en même temps et puis on reviendra. On te demande notamment quelles sont les compétences dans ton métier à avoir, selon toi, pour justement exceller dans ton domaine? D'accord. Alors, mes compétences aujourd'hui, je dirais qu'il faut être polyvalent. Il faut bien connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, bien connaître le fonctionnement de la publicité digitale, mais il faut aussi, on va dire, savoir utiliser les outils, par exemple, de mise en page. Parce qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est aussi, par exemple, de créer un flyer pour aider les commerciaux quand ils vont sur un salon. Il leur faut, vous savez, un petit papier, un prospectus, quoi, sur un salon. Donc, mon rôle, ça va être aussi ça. Donc, il faut être assez polyvalent. Et il faut être très à l'écoute. Il faut vraiment toujours être ce qu'on appelle en veille. Donc, moi, tous les jours, je me renseigne un petit peu sur ce qui se passe en France, l'actualité économique, ce genre de choses. Et puis, il faut toujours être en veille parce que les réseaux sociaux, le digital, ça évolue très, très vite. Il y a des réseaux sociaux qui, on va dire, explosent d'un coup, puis tout à coup, on n'y est plus. Enfin, voilà, il faut toujours être en veille pour savoir qu'est-ce qui dans mon métier et dans mon entreprise peut marcher ou pas. Bien sûr. Ok, merci pour ces compléments d'information. On a Blanche qui est très contente et qui réagit directement à la slide avant que je l'introduise, mais qui dit « Ah, c'est super, elle était une bonne élève », parce que sache que Blanche est une bonne élève dans le chat depuis ce début de semaine. Donc oui, alors du coup, dans ton parcours, tu avais l'air d'aimer assez l'école, tu as fait un bac littéraire. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Alors, en fait, je croyais le savoir, mais je me trompais. Je m'explique. Au début, j'étais plutôt partie pour faire des études d'enseignement, enfin être prof, en gros. Donc, j'ai fait une fac de lettres. J'ai passé mon bac d'abord, effectivement, un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une fac de lettres pour ensuite devenir professeur de français. Voilà, c'était un petit peu mon idée de départ. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi parce que j'adore tout ce qui est créativité. J'ai un esprit très créatif, j'aime beaucoup mettre en place et créer des choses. Je me suis dit que ce métier était peut-être pas forcément adapté à moi. Donc, en fait, je suis revenue en arrière. J'ai fait 2 ans de fac de lettres, mais finalement, j'ai recommencé un peu à zéro en faisant un IUT en communication des entreprises, donc un DUT. Et ensuite, j'ai fait une année de plus de spécialisation, donc un bac +3 dans un institut supérieur de la communication, parce que je me suis dit que les métiers de la communication pouvaient me plaire parce que je suis quelqu'un de très créatif, j'aime beaucoup la rédaction aussi, parce qu'il y a beaucoup de rédaction dans nos métiers. Donc, je me suis un peu réorientée en cours de route pour devenir chargée de communication.
Et ça, c'est bien parce que des fois, ça peut faire peur aussi. Je sais qu'il y a pas mal de commentaires qui en parlent souvent, d'élèves qui me disent ah bah tiens, j'ai peur de m'orienter dans un domaine et finalement me rendre compte que c'est pas vraiment ce que j'ai envie, d'avoir un peu l'impression d'avoir loupé un an. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à eux? Alors, je vais leur répondre que c'est pas grave de rater un an, en fait. C'est rien, un an. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne voie, on recommence et c'est pas grave. En fait, on a tous le droit de se tromper. C'est pas évident à 18 ans de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc, voilà, si c'est un an de votre vie, c'est rien. Donc, n'hésitez pas à vous réorienter si vous sentez qu'il y a une voie qui vous appelle plus qu'une autre. Totalement. Bah, écoute, merci pour cette réponse. Alors, dans les commentaires, il y a eu pas mal, c'est pour ça au début, je m'étais dit, bon, on va pas forcément le relever, mais il y a eu pas mal de personnes qui demandaient si on essaie, enfin, comment ça venait en fait, en tout cas pour tout ce qui était la dyslexie. Est-ce que c'était dû aux parents ou est-ce que c'est vraiment, ça tombe sur quelqu'un un peu au hasard? Est-ce que c'est, comment ça peut arriver en fait? C'est vraiment la Alors, question qui est revenue plusieurs fois. Alors effectivement, il y a un facteur génétique. Souvent, quand un élève est dyslexique, on se rend compte qu'il y a au moins un des parents qui a une dyslexie, mais qui n'a pas forcément été diagnostiqué. Pourquoi? Parce que en fait, on commence que récemment à diagnostiquer la dyslexie. Donc généralement, c'est quand un élève apprend à lire, donc c'est aux alentours du CP, CE1, CE2. Quand on voit qu'un élève a des difficultés de lecture, on va l'orienter vers une orthophoniste, par exemple, pour voir s'il est atteint de dyslexie ou pas. Mais avant, il y a 20 ans, par exemple, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on faisait. Donc, il y a des parents qui sont dyslexiques, mais qui ne le savent pas ou qui l'apprennent très tard, finalement, parce que leur enfant a des difficultés. Mais c'est ça qui est génial, c'est que maintenant, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de sensibilisation. Et ça, c'est bien parce que j'imagine qu'à l'époque, ça pouvait être parfois un peu compliqué de ne pas comprendre pourquoi on a plus de mal que les autres à lire, alors qu'en fait, c'est totalement normal. C'est pas qu'on est plus bête, on va dire, que d'autres, absolument pas. C'est juste une manière de réfléchir un peu plus différente et qui peut aussi, du coup, se réduire ou justement s'aider, être accompagné pour que ça se passe mieux. Bon, super. Donc, du coup, je vois, après les études, tu as fait chargé de mission en communication. Est-ce que ça a été dur de trouver un poste et est-ce que c'est un métier qui recrute? Alors, ça n'a pas été évident de trouver un poste au début. Pourquoi? Parce que quand je suis sortie des études, eh bien, comme partout, on me demandait de l'expérience, sauf que je n'avais pas d'expérience. Donc, moi, je viens d'une région, alors j'habite Limoges aujourd'hui, mais je viens de la région Rhône-Alpes. Donc, j'ai grandi à Grenoble, c'est une région très dynamique, mais c'est une région aussi où il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, j'étais confrontée à des jeunes diplômés, enfin, des personnes qui avaient déjà un an d'expérience, et moi, j'étais jeune diplômée, donc je n'arrivais pas à trouver. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans d'autres régions pour avoir plus de chance, parce qu'il y avait moins de concurrence finalement. Donc, c'est des métiers où, je dirais, il y a quand même beaucoup de demandes. Donc, il y a besoin de personnes en communication. Il y a aussi beaucoup de concurrence, donc il faut savoir un peu se démarquer. Et je pense que l'expérience est très importante. Donc, si vous avez fait des stages, si vous avez fait de l'alternance, par exemple, ça, c'est des choses qui sont super et qui peuvent être valorisées. Moi, à mon époque, il y avait moins d'alternance, parce que c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'alternance et je pense que ça peut être une solution aussi pour avoir plus facilement un poste. Et il y a beaucoup de débouchés dans le digital, par contre. Tous les métiers du numérique et du digital sont recherchés parce que aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être sur Internet, tout le monde a besoin d'une présence en fait numérique. Totalement. Oui, non, c'est vrai. Et puis, c'est des métiers, comme on en parlait au début de la semaine pour ce thème spécial numérique, c'est des nouveaux métiers, en fait, qui sont créés tous les ans, en fait. Donc, ça aussi, c'est génial. Ça bouge énormément. Il y a beaucoup de veille, justement, pour reprendre tes mots à faire. Donc, super. Donc, après être chargé de mission en communication, je veux bien que tu m'expliques un peu la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, moi, j'ai toujours travaillé comme alors chargée de mission, c'était mon premier poste, et ensuite j'ai un peu évolué comme responsable dans différentes entreprises, donc plutôt dans des structures petites ou moyennes, parce que ça c'est propre à moi, c'est-à-dire que j'aime bien travailler dans des structures pas trop importantes, parce que on a, on va dire,
plus d'agilité. C'est-à-dire que quand je veux faire, par exemple, mener une action, je n'ai pas besoin de demander à un manager qui va redemander à un manager, à un autre manager. C'est ce qu'on trouve dans les grands groupes, dans les grandes structures où il y a plus de services, il y a beaucoup plus de monde. Donc, du coup, c'est plus lent. Moi, j'aime bien quand les choses sont rapides. Donc, j'aime bien les petites structures parce qu'il y a plus de rapidité, d'agilité et j'aime bien être dans l'action régulièrement. Donc, ça, c'est mon choix. Et donc, voilà, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et startups innovantes, toujours dans la communication parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien créer des choses et dans les petites entreprises, on a plus on va dire, de volets d'action que dans les grands groupes où des fois c'est un peu plus verrouillé. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Ça c'est génial. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es chez Facilities? Alors, ça fait un peu plus de 5 ans. Donc, avant d'être chez Facility, j'étais dans une autre startup. Et puis, Facility, ça a été un peu le hasard des rencontres, puisque le dirigeant, je le connaissais un petit peu dans mon autre startup. Et puis, ils ont eu besoin de quelqu'un, finalement, pour développer leur communication. Puis, comme l'autre startup, il y avait quelques difficultés économiques, ce qui arrive, hein, c'est dans la vie, dans la vie d'une entreprise, il peut y avoir des difficultés. Et que j'avais fait un peu le tour de mon poste dans mon ancienne start-up, je suis venue ici parce que le projet m'intéressait aussi, parce que l'entreprise et le fait que l'entreprise développe des solutions d'inclusion numérique, donc par exemple MyDis, c'est une solution d'inclusion puisque ça permet à des élèves en difficulté d'être mieux inclus à l'école, puisqu'ils vont avoir un outil pour les aider à lire. J'aimais bien ce projet-là en fait, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler pour une entreprise qui a un projet avec de l'humain, avec de l'inclusion, en tout cas qui a un impact positif. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée chez Facility. Aujourd'hui, on est 30 personnes et on a aussi une filiale au Japon, puisqu'au Japon, il y a des besoins. Ok, génial. Donc, ça veut dire que techniquement, tu pourrais aussi partir en voyage d'affaires au Japon. Ça pourrait, ouais. J'aurais du mal parce qu'il faudrait vraiment que je me mette au japonais, Ouais. mais ça pourrait. On a notre directeur général. Notre directeur général va régulièrement au Japon pour justement manager la filiale. Et lui, il a pris des cours de japonais pour effectivement pouvoir interagir. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ok, bon, trop bien. Je pense que ça va faire rêver plus d'un dans le chat parce qu'on a beaucoup de fans du Japon. J'ai pu remarquer depuis le début de la semaine. Donc, trop bien. Donc, très bien. Donc, ça veut dire aussi, tu es partie notamment aux États-Unis. Donc là, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'il faut savoir parler anglais dans ton métier? Est-ce que c'est un plus? Ou est-ce que si on est nul, oui. ça va? Alors, c'est un gros plus quand même. Pareil, je parlais tout à l'heure de se démarquer parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent travailler dans la communication. Donc oui, parler couramment anglais, c'est un gros plus. Donc moi, je vous encourage vraiment à travailler. C'est pas forcément dans toutes les entreprises que vous l'utiliserez, mais par rapport à un candidat qui ne parle pas anglais, oui, je pense que c'est un gros plus. Il faut se démarquer. Ok. Ouais, il faut se démarquer. Nous, aujourd'hui, j'ai parlé du Japon, mais on a aussi des clients aux États-Unis, donc ça m'arrive de faire des posts en anglais, comme on le disait tout à l'heure, de me déplacer aux États-Unis quand on a eu un salon. Donc c'est vrai que quand vous avez des gens en face de vous qui parlent anglais, c'est bien quand même de parler leur langue. Donc oui, c'est un gros plus. Moi, je vous encourage à travailler cette langue-là pour l'avenir, ouais. Écoute, merci. Ça peut motiver certains. Et puis surtout, si vous avez envie de faire de beaux voyages d'affaires aussi, c'est quand même mieux de pouvoir parler avec vos interlocuteurs, j'imagine. Bon, on va pouvoir passer un peu au cas concret. Pour être sûr d'avoir bien compris ton métier, il nous reste 15 petites minutes, donc soyez bien concentrés. N'oubliez pas de poser un maximum de questions. J'en vois passer, ne vous inquiétez pas. On les posera en temps et en heure. C'est parti. Donc, du coup, quelle mission? Faire connaître les produits de l'entreprise à des futurs clients. Ça, on a bien compris. Donc, via l'aide du numérique, par les réseaux sociaux, mais aussi par le site internet. Quel problème? Devoir être partout, c'est toujours compliqué, et ne pas maîtriser à 100% les réseaux sociaux. Ça, quand tu dis ça, c'est que ça veut dire que parfois, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un outil qu'on connaît, mais qu'en même temps, qui peut être capable de 1 milliard de trucs différents. Qu'est-ce que tu entends par là dans les problèmes que tu peux rencontrer? Alors, effectivement, devoir être partout, c'est comme je disais, il faut être très polyvalent. Donc parfois, on nous demande quelque chose, on n'a pas forcément la compétence et puis il va falloir vite l'acquérir. Et surtout, il faut vraiment, comme je disais, on est dans le numérique, donc il faut animer les réseaux sociaux, mais il faut aussi créer des flyers, il faut créer des plaquettes, il faut organiser des salons, il faut travailler sur la RSE, donc il faut aussi mettre en place des actions pour la RSE. Enfin,
un métier où on est souvent très polyvalent, à moins d'être spécialisé, évidemment. Donc moi, je suis responsable de la communication, donc ça veut dire que j'ai une vision globale de tout, donc je dois être polyvalente. Et après, dans la communication, il y a des métiers très spécifiques. Par exemple, community manager, c'est quelqu'un qui ne s'occupe que du community management. Mais moi, dans mon métier, il faut que vraiment je sois à l'affût de tout. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc ne pas maîtriser à 100% les réseaux sociaux, ça veut dire que les réseaux sociaux, moi, je maîtrise ce que je publie. Ce que je publie sur nos réseaux sociaux, je le maîtrise, mais je ne maîtrise pas ce que publient les autres. Donc, par exemple, ça peut être aussi des concurrents. Des concurrents qui vont parler de vous de manière pas très sympa. Ça peut être, voilà, ça peut être des choses comme ça qui sont un petit peu pas sympas des fois, où on peut avoir un bad buzz, par exemple, ça peut arriver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication de crise. Ça peut arriver. On a tous entendu parler, voilà, par exemple, des problématiques dans l'alimentaire. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2, Kinder avait eu des problèmes, la marque Kinder. Ils ont eu un problème voilà, alimentaire. Enfin, tout leur Kinder était contaminé par une bactérie. Donc, ils ont dû rappeler tout leur chocolat. Et forcément, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Les consommateurs, ils vont s'énerver, ils vont dire des choses pas sympas, etc. Et c'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Et ça, on le maîtrise pas en fait. Donc après, il faut travailler aussi pour améliorer l'image de marque de l'entreprise quand il y a une crise. Et voilà, ça c'est le côté un peu pas évident parce que là, on est dans l'urgence. On doit, voilà, on doit trouver des solutions rapidement. Ça peut être un petit peu stressant des fois. Donc, je dirais que voilà, les problèmes, c'est ça, c'est de ne pas maîtriser toujours ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas de réseau social, c'était facile, mais maintenant, tout le monde donne son avis. Tout le monde donne son avis sur les produits, tout le monde donne son avis. Ça peut partir, comme tu expliquais, très très vite en cacahuète avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, des bad buzz et tout ça. Donc, les solutions, c'est vraiment être polyvalent, réactif et faire de la veille. J'imagine, sur toutes les réseaux sociaux, ça ne dort pas. Contrairement à des entreprises qui vont avoir des horaires, là, pour le coup, ça peut arriver à tout moment. Donc, j'imagine qu'il faut toujours être un peu sur ses gardes. Oui. Donc, je te propose, Audrey, de passer à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins. Donc, je pense qu'on va pouvoir relayer un peu avec le cas concret, ce sera sympa. Donc, du coup, ce que tu préfères, la polyvalence, car on ne s'ennuie jamais. Donc, ça tombe bien, parce que c'est justement ce que tu nous as dit juste avant qu'il faut vraiment avoir dans ton métier. Et la créativité, sous quelle forme tu vas pouvoir te laisser rêver un peu avec ta créativité? Alors, la créativité, c'est essayer de trouver des idées pour se démarquer, par exemple, des concurrents. Donc, se dire, tiens, je vais faire un visuel, une photo qui va être un peu originale, ou je vais travailler sur un message, sur un slogan. Donc, je vais dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer par rapport aux autres et qui va pouvoir être percutant pour ma cible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans les métiers de la communication, c'est qu'il faut toujours quand même essayer d'être créatif et avoir des idées de posts sur les réseaux, ou comme je disais tout à l'heure, essayer de trouver des influenceurs pour parler de notre solution. Enfin voilà, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir toucher ma cible. Et dans les métiers de la communication, c'est ce qu'on recherche aussi, cette créativité. Donc moi, c'est ce que j'aime parce que comme je le disais, voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de mettre en place des choses et d'imaginer des choses. C'est ça, et puis ça te laisse des libertés aussi, j'imagine, de te dire, tiens, c'est là, je peux trouver la bonne idée qui va me permettre de faire progresser l'entreprise. Donc ça, c'est trop cool. C'est quelque chose que j'adorerais moi aussi dans ton métier. Donc, ce que tu aimes le moins, tu dis dépendre des autres, comme par exemple avec les retards et la méconnaissance de mon métier. Est-ce que tu peux nous commenter un peu ça, s'il te plaît? Alors, tout à fait. Dans mon métier, je suis souvent en bout de chaîne. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit, par exemple, on va faire un salon, c'est parce qu'il y a eu des décisions en amont qui ont été prises avant par d'autres personnes. Donc, ça peut être la direction du commerce qui a décidé de faire un salon. Sauf que des fois, la direction du commerce, elle va oublier d'informer la com. C'est très souvent le cas. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment en interne de discuter entre nous le plus possible, parce que sinon, voilà, si on me dit à la dernière minute, ah Audrey, j'ai oublié de te dire, la semaine prochaine, je pars sur un salon, j'ai plus de carte de visite. Je dis, ah bah oui, mais moi, je suis pas au courant. Donc, carte de visite, ok, je vais te les faire, mais là, au moins en une semaine, c'est compliqué parce qu'il y a des délais d'impression. Donc, c'est souvent moi qui ai un peu le stress de bout de chaîne. Ouais, pour que tout soit prêt à temps. Voilà, donc là, les cartes de visite, c'est pas grave, mais il y a des fois des sujets beaucoup plus lourds. Donc, c'est vrai que
si les autres sont en retard en amont, bah, moi, je vais être aussi en retard. Et on dépend beaucoup, je dépends beaucoup des uns des autres. Enfin, le service dépend beaucoup des autres. Donc, des fois, c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit, ben, on est un peu en stress. Et si on l'avait su avant, on aurait été moins stressé. Mais bon, après, ça fait partie du métier. Donc, on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer aux autres aussi comment on fonctionne. Parce que, comme je disais, bah, la méconnaissance de mon métier, c'est qu'on ne sait pas toujours comment ça fonctionne et on voit qu'une partie de mon métier. Par exemple, je parlais des posts sur les réseaux sociaux. On voit les posts, mais on ne voit pas le travail en amont qui est fait, de recherche, de création, etc. On ne voit pas forcément tout, en fait, ce qu'on gère à la communication. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la création d'une carte de visite pour un collaborateur jusqu'à l'organisation d'un salon à Las Vegas, en passant par des campagnes d'influence, etc. Donc, tout ça doit être organisé, forcément. Il y a des plannings, il y a des timings à avoir. Voilà, c'est important aussi que les autres le comprennent. Donc, on essaye de faire un peu de pédagogie pour montrer aux autres que la communication, c'est pas juste bon, bah, je suis sur les réseaux sociaux toute la journée. C'est pas ça. Il y a une vraie stratégie derrière. Il y a des calendriers où on établit en avance les posts qu'on va faire. Il y a un planning où on doit se dire tiens, quel salon on doit faire et comment on le budgète, enfin comment on le prévoit dans le budget. Il y a plein de choses en fait. Donc souvent on se dit bah la com, bon, on va le voir après, mais on va leur demander une affiche en 3 secondes, c'est fait. Oui et non. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu, on comprend. Et c'est vrai que plus on en apprend, plus on progresse dans ce métier, plus j'ai l'impression que tu nous donnes des missions en plus à droite, à gauche. Donc, j'imagine que c'est ce qui est stimulant, c'est de ce côté, la diversité des tâches, la diversité des choses à faire, des choses à penser, les responsabilités aussi que ça implique. Mais d'un autre côté, forcément, il y a un peu ce côté qui va être un peu compliqué de gestion de stress, un peu de prendre un peu tous les aléas. Donc, il y a une question qui a inondé les commentaires absolument partout. Et il y avait tous nos modérateurs étaient sur la question pour essayer de contrôler la question qui arrivait. Est-ce que c'est possible pour toi de nous donner une fourchette de salaire à un débutant à ton poste? Alors, pour un chargé de communication, pas un responsable, parce qu'on démarre rarement responsable, on démarre chargé. Voilà, chargé de com ou assistant de communication. Je dirais que ça dépend aussi de plein de choses. Ça dépend de la ville où vous êtes, ça dépend de la région, ça dépend forcément si vous êtes sur Paris, vous allez avoir un meilleur salaire que si vous êtes sur Limoges. Forcément, en province, les salaires ne sont pas les mêmes. Mais je dirais qu'on peut prétendre en démarrant à entre 20 et 25 000 euros bruts par an. Ok, très bien. Ça parle ou pas? C'est à peu près en net, parce que c'est vrai que ça parle plus. Oui, si c'est possible en net, c'est plus j'allais te demander. En net, vous allez gagner par mois à peu près 1 500 euros pour démarrer. Et après, il faut évoluer par contre. Et après, il y a des spécialisations. C'est vrai que si vous voulez vous spécialiser dans le marketing digital, par exemple, les salaires peuvent aussi être plus importants. Bien sûr, ça monte graduellement en fonction de l'expérience et aussi en fonction de la vie, quelle entreprise on rejoint, etc., etc. Mais du coup, merci. Au moins, ça nous donne un peu une idée d'un bon début. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'anecdote et les clichés. Donc, alors, c'est un cliché avec tu pourrais me faire un visuel vite fait pour demain. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on te dit souvent? Et j'imagine que ça doit être très compliqué à entendre parce qu'on doit dire, non, c'est pas possible, c'est du travail. Comment tu réagis à ça? Tu as tout compris, c'est exactement ça. En fait, je disais tout à l'heure que des fois, on ne comprend pas trop les métiers de la com. En fait, tu pourrais me faire un visuel vite fait pour demain. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Alors maintenant, je les entends beaucoup moins. C'est plutôt, je suis désolée Audrey, j'ai un truc, j'ai oublié de te le dire. Les gens s'excusent parce qu'ils comprennent que c'est pas si simple que ça. Mais oui, on croit souvent que en gros, quelqu'un à la communication, il attend que le travail tombe et puis qu'on est là à pas savoir quoi faire. Mais non, en fait, on a déjà planifié plein de choses dans notre semaine. On a déjà prévu des choses et des fois, on nous dit Jude, j'ai oublié de te dire, demain, j'ai une présentation. Est-ce que tu peux vite faire un visuel là, rapidos pour demain? Et je dis écoute, c'est pas normal que tu me le dises que maintenant parce que ton événement, tu l'avais déjà prévu. Donc, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire et expliquer aux gens qu'il faut anticiper. Après, maintenant, ils le comprennent bien hein, de plus en plus, heureusement, mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai déjà eues. Hein. Est-ce que tu peux me faire un visuel? Est-ce que tu peux me faire une affiche? Est-ce que tu peux me faire un truc pour demain?
rapidement parce que ça prend pas beaucoup de temps. Bah si, en fait, ça prend du temps de faire des choses bien aussi. Ouais, totalement. Bah, mon planning, en fait, ma journée est déjà pleine, donc là, tu viens me rajouter un truc un peu à la dernière Oh minute. là, ouais, la galère. Voilà. Mais Donc bon, après, j'imagine que tu dois faire en fonction des priorités aussi, du coup? c'est ça. Oui, oui, il y a beaucoup de priorisation aussi, effectivement. Après, on s'adapte. Il peut aussi y avoir des urgences positives. Un exemple très concret, un journaliste vous appelle, il a besoin de faire un article et lui, il doit le boucler pour le lendemain. Pourquoi? Parce que les journalistes, eux, ils doivent aller très vite. Donc, moi, si j'ai envie de passer dans le journal, il faut que je sois réactive et il faut que très vite, je lui donne des infos ou que on cale un rendez-vous avec le dirigeant de la société pour qu'il puisse faire une interview. Pourquoi? Parce que c'est de la publicité gratuite pour l'entreprise. Donc là, il faut être réactive et là, c'est des choses positives. Ça fait aussi partie du métier des fois d'avoir des urgences. Mais là, on est plutôt sur une urgence qu'on ne pouvait pas prévoir et là, il faut être réactif, quoi. Donc ça dépend. Il y a des urgences qui peuvent être anticipées et des urgences qui ne le sont pas. Donc, il faut faire la part des choses, j'imagine, pour prioriser. Donc, super. Bah, écoute, Audrey, on arrive déjà à la fin de cet échange. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent? J'ai juste envie de vous dire, profitez bien des fêtes et de vos proches. Et puis, les métiers du numérique, c'est quand même des métiers de demain. Donc, pour moi, ça peut être une voie intéressante pour vous. Et j'ai juste envie de vous dire, suivez votre instinct et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Audrey, vraiment. Merci d'être aussi fidèle à MyFuture. Ça fait toujours plaisir de te recevoir. Et puis, on te souhaite une super progression, une augmentation. Écoute, soyons fous. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Et, si je passe sur Limoges, je viendrai quand même goûter le miel, si ça t'embête pas. Avec plaisir, t'es la bienvenue. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce live métier. On se retrouve juste après une courte pause pour un atelier spécial, la fresque du numérique. Je vous rappelle, vous allez retrouver Thomas qui va faire justement la révélation de son visage en direct sur vos écrans. Donc ne loupez pas ça, 10 petites minutes de pause et on revient très vite sur MyFuture. Merci de votre attention et à tout de suite.